est sur la même slide, mais ce n'est pas grave. Donc, Jean-Michel Castonguay, qu'on va recevoir, il est professeur de physique, d'astronomie et de sciences de la Terre au Centre d'études collégiales en Charlevoix depuis 1999. Ça, je pense que c'est à Baie-Saint-Paul ou à la Malbaie, là, il pourra confirmer avec nous. En dehors de ses classes, il est aussi vulgarisateur scientifique auprès des auditoires les plus variés. Il détient un baccalauréat en physique et une maîtrise en ressources renouvelables de l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, on l'accueille chaleureusement avec nous. Bonjour, Salut. bonsoir. Bonsoir, Jean-Michel. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir jaser avec nous de tes passions et de tes connaissances. Et pour peut-être mettre un petit peu la table, ce que je voulais vous dire, c'est que cet été, j'ai décidé d'aller en vacances dans Charlevoix. Je n'avais jamais été à Charlevoix par le passé, sauf peut-être quand j'étais très petit. Il me semble que j'avais été à Capalègue. J'ai quelques bribes de mémoire à ce niveau-là. Et finalement, je suis retourné à Capalègue pendant une semaine. On a loué un petit condo là-bas. Et je suis allé visiter ma fille qui travaille à la Malbaie. Durant la semaine, ma conjointe dit « Hey, il y a les Perséides ce soir, ça te tente-tu d'aller voir ça? On va aller... Il y a une animation qui se fait, puis on va aller voir ça. C'est à 10 heures. » Fait que finalement, on s'en va là, au centre, à l'Observatoire de l'astroblème de Charlevoix, qui est... Est-ce que c'est à Baie-Saint-Paul? C'est à la Malbaie. C'est à la Malbaie, oui, OK. dans le secteur que nous, on appelle Pointe-au-Pic, là, mais ça fait partie de la Malbaie. Oui. La Malbaie, OK. Et on se rend là, et bon, il faisait quand même noir alors on est arrivé, puis c'était pas trop évident où aller. Finalement, on apprend que c'est sur un terrain de golf. Hein, c'est l'ancien clubhouse du terrain de golf qui a été comme converti ou acheté par un organisme à but non lucratif, c'est ça, qui est maintenant l'Observatoire. Et on était dehors, couchés dans l'herbe, avec Jean-Michel qui arrive avec son laser et qui commence à nous expliquer les constellations. Il nous explique un paquet de choses pendant 2 heures, je veux dire, sans prendre une gorgée d'eau. Il nous a animé ça d'une façon magistrale et ça a été un beau moment. Donc, je me suis dit, il faut l'inviter. C'est vraiment cool ce qu'il a à dire. Et ce que j'aimerais peut-être d'entrée de jeu, Jean-Michel, c'est peut-être juste nous dire un peu c'est quoi ton parcours et quels sont les projets sur lesquels tu travailles présentement là, qui sont probablement très, très d'actualité. Là. Oui, ben, en fait, mon parcours, moi, je viens du Saguenay à la base. Et puis, j'ai commencé à enseigner la physique au Centre d'études collégiales en Charlevoix. Donc, c'est pour les étudiants en sciences de la nature surtout. Mais aussi, j'enseignais l'introduction à l'astronomie pour les étudiants de tous les autres programmes. Là, ils choisissaient ce cours-là en cours complémentaire. Puis, depuis quelques années, j'ai ajouté quelques cordes à mon arc. On a créé à la Malbaie un observatoire astronomique. On a créé un musée qui porte sur l'origine de la région de Charlevoix parce que Charlevoix, c'est un cratère d'impact météoritique. Nous vivons dedans. Puis on Et le voit puis, pas vraiment. ouais, c'est pas si évident. Comme la plupart des cratères d'impact météoritique sur Terre, d'ailleurs. Et puis, mais c'est ça, nous vivons dedans. Donc, on s'est beaucoup intéressé à ça. On a fondé un petit musée qui porte là-dessus. Et puis maintenant, depuis cette année scolaire, je fais aussi de la recherche scientifique liée à l'origine météoritique de la région de Charlevoix. C'est un projet de recherche que je mène en collaboration avec la Commission géologique du Canada. Donc, c'est tout nouveau, mais pour qu'eux veuillent embarquer, c'est parce qu'ils ont compris qu'on était peut-être sur la piste de quelque chose de particulièrement intéressant. Hmm. Et juste pour situer les gens, donc l'Observatoire a pour but, de démontrer avec différentes animations ce qui s'est passé dans la région de Charlevoix, c'est bien ça? Parce que je n'ai pas Oui, cité nécessairement, mais j'ai comme fait un ouais. petit peu le En tour. gros, c'est ça. Ça s'appelle l'Observatoire de l'astroblème de Charlevoix. Tantôt, je vous expliquerai pourquoi on appelle ça un astroblème plutôt qu'un cratère. Et puis, ce qu'on fait, c'est que on explique comment le fait que Charlevoix est un cratère d'impact météoritique, que ce fait-là, ça a été découvert.
en 1965 par un géologue qui s'appelait Jean Rondeau, parce que c'est pas à cause de la forme du paysage que ça a été découvert, c'est ce qui est particulier, c'est à cause de la géologie. Monsieur Rondeau là, s'intéressait beaucoup aux roches locales pour faire de la cartographie. Tout d'un coup, il aurait trouvé, je ne sais pas moi, de l'or, du diamant, peu importe. Mais au final, il a trouvé quelque chose auquel il ne s'attendait vraiment pas. Il a découvert que Charlevoix, c'est un cratère d'impact météoritique. C'est quoi qui Le l'a mis sur la troisième piste? plus grand. Ben, en fait, c'est que quand on est sur les à l'intérieur d'un cratère d'impact, c'est difficile de le savoir parce que sur Terre, avec tous les agents d'érosion qu'il y a, c'est-à-dire le vent, la pluie, la neige, la glace, Les les glaciers. mouvements aussi tectoniques et tout ça, sur des centaines de millions d'années, les glaciers ont tendance à s'effacer. Alors que si on observe, admettons, la surface de la Lune, il n'y a rien de tout ce qu'on vient de nommer. Donc, les cratères d'impact restent intacts. Donc, c'est super facile de les voir. On prend une paire de jumelles, on prend un télescope, on les voit. C'est la même chose sur Mercure ou sur Mars, mais sur Terre, à cause de la dynamique de notre planète, ils ont tendance à s'effacer. Ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus difficiles à trouver sur le terrain. Ça fait des vieux cratères usés, si on veut, et c'est pour ça qu'on les appelle les astroblèmes. C'est vraiment le nom scientifique qu'on donne à des vieux cratères d'impact météoritique grandement érodés et qui sont plus difficiles à trouver sur le terrain. Qui sont un peu Alors, blêmes. oui, oui, ben on pourrait dire ça comme ça. Puis, dans le fond, on les trouve parce que on va aller chercher dans les roches certains indices qu'il y a eu un cataclysme. Tantôt, Patricia, tu parlais des tests d'explosion nucléaire qu'il y a eu dans les îles Marshall. Ben, c'est clair que là-bas, le sable, là, la géologie locale a été transformée par ça parce que le choc a tellement été grand et la chaleur a tellement été grande que les roches se transforment. Ben, il s'est passé la même chose dans Charlevoix, mais à une échelle ridiculement plus grosse On que s'entend. la bombe dont tu parles, ce qui fait que les roches ont été marquées, ce qui fait que même si c'est un événement qui date d'à peu près 450 millions d'années, c'est justement là-dessus qu'on travaille, on est Ça, encore c'est capable d'avoir des traces l'ordovicien, ça? aujourd'hui. Exactement. Exactement, 450 millions d'années, c'est une période géologique qu'on appelle l'Ordovicien. C'est une période où la vie était surtout dans les océans. Pas vraiment, c'est bien avant les dinosaures, là. Donc, pour situer les gens, euh, Avant les la poissons, fin en des fait, là. dinosaures, c'est il y a environ 66 millions d'années, par l'impact d'une super grosse météorite, d'ailleurs, au Mexique, dans la péninsule du Yucatan, encore plus grosse que celle qui a frappé Charlevoix. Ben, euh, L'Ordovicien, donc, c'est beaucoup plus ancien, là. C'est aux alentours de 450 millions d'années. Puis effectivement, il y avait la vie dans les océans, moins de vie sur la terre ferme à ce moment-là. Et votre projet de recherche au niveau de l'astroblème, c'est vraiment de l'expliquer, mais aussi de faire avancer la connaissance à ce niveau-là? Ben, en fait, c'est que il y a eu la deuxième plus grande extinction des espèces durant l'Ordovicien, Ouais, c'est à la deuxième, exact. 445,2 millions d'années. OK. Et en ce moment, 85%, genre, à peu près, quelque chose ouais, du ouais, genre, là. ouais, ça a été épouvantable. Et puis, le moment où l'impact s'est fait sur Charlevoix, on ne le connaît pas encore avec précision. Parce que c'est vraiment compliqué dater des roches et s'assurer que ce sont des roches qui ne portent que les traces de l'impact de la météorite et non, et non des traces d'un métamorphisme qui se serait fait par après, avec la tectonique des continents, tout ça. Puis il y en a eu dans Charlevoix de cette tectonique-là, ce qui fait que c'est ça qui fait que c'est assez difficile en particulier. Puis aussi, ben, plus un impact est ancien, plus les roches ont eu le temps de se transformer, de s'user, les échantillons sont moins présents, disons. Donc tout ça fait en sorte que aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la datation la plus précise qu'on a sur l'astroblème de Charlevoix, c'est entre 430 et 453 millions d'années, Ben, ce on qui est est pile poil 23 dans millions la... d'années. Mais On le, est à peu près pile poil dans l'histoire de la recherche avec les anneaux autour de la Terre, là. Ben, exactement. C'est justement, on pourra en parler de cet article-là, c'est que nous, pour le moment, l'âge de l'astroblème inclut le moment de l'extinction massive. Alors, ce sur quoi on travaille, c'est d'avoir des meilleurs échantillons pour obtenir une meilleure datation et on verra quel moment on réussira à obtenir avec ça.
Mais si on est capable de démontrer que l'impact météoritique sur Charlevoix s'est fait au même moment où il y a eu la glaciation de l'Ordovicien, qu'on appelle la glaciation hirnantienne, qui est le plus gros refroidissement climatique des 540 derniers millions d'années. Alors, ben, c'est sûr on pourra plus regarder Charlevoix de la même manière. Mais pour le moment, à cause de l'incertitude qu'on a sur l'âge de l'impact météoritique de Charlevoix, on ne peut pas l'affirmer. En science, on veut toujours avoir des preuves. T'es-tu en train de me dire que, là je mélange peut-être des concepts, mais la Terre boule de neige, est-ce que c'est le concept qui correspond avec la fin de l'Ordovicien? Non, ça c'est avant. La Terre boule de neige, je ne me rappelle pas de la date exacte, là, mais c'est avant. Oui. Okay. L'événement dont je vous parle, ça s'appelle la glaciation hirnantienne. Moi-même, là, je ne connaissais pas tant cette expression-là il n'y a pas si longtemps, mais c'est en m'intéressant au sujet et en étudiant vraiment ce qui s'est passé durant cette période-là de l'Ordovicien, qu'on appelle l'Ordovicien supérieur. Ben, c'est cette glaciation-là qui, dans le fond, a mené à l'extinction massive. Puis c'est un événement géologiquement tellement... Exactement. C'est un événement qui était tellement important pour les géologues que c'est là où on a dit, c'est là où l'Ordovicien finit, et que la nouvelle époque qu'on appelle le Silurien va commencer. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle l'extinction de l'Ordovicien silurien. Donc, nous, on est là-dessus. Peut-être qu'on va obtenir des résultats qui sont en dehors de cette période-là, puis qu'on ne pourra pas faire de lien entre ce qui s'est passé sur Charlevoix et cette extinction-là. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que oui, on ne peut pas dire que non, parce qu'on a trop d'incertitudes. Donc, voilà pourquoi on fait de la recherche là-dessus. Puis j'imagine que ça amène beaucoup de chercheurs à vouloir avoir des réponses à des questions pour cette région-là. Là. Ben, en fait, il y a beaucoup de chercheurs, si je fais le parallèle avec Chicxulub, dont j'ai parlé tantôt au Mexique, il y a la fameuse extinction des dinosaures, ça a monopolisé beaucoup de chercheurs à l'époque parce que il y en avait qui disaient non, il y en avait qui disaient oui, c'est relié, c'est pas relié, tout ça. Aujourd'hui, c'est clair, c'est réglé. Alors, on le sait. Ça, c'est l'extinction, on l'appelle KPG. Et puis, maintenant, il faut régler l'autre extinction dont je nous parle en ce moment. Alors, c'est certain que nous, nos travaux, si on obtient des résultats qui nous permettent de vraiment se poser davantage de questions sur je vais faire un mauvais jeu de mots, là, mais l'impact de Charlevoix dans tout ça, ben, c'est sûr que là, ça va attirer davantage de scientifiques. Puis je pense que c'est ce qui a attiré vraiment les gens de la Commission géologique du Canada. Eux, ils nous donnent vraiment un coup de main solide là-dedans parce qu'on s'entend que c'est eux qui ont tout l'appareillage et l'expertise pour analyser les échantillons. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai guidés sur le terrain pour aller aux endroits que j'avais documentés, que j'avais découverts, qui portent les traces de l'impact météoritique. On a ramassé une bonne trentaine d'échantillons là, en septembre avec eux. Et là, en ce moment, les échantillons ils ont été les roches là, de différentes tailles ont toutes été coupées. Et puis là, ils sont partis chez un laboratoire qui va faire des lames extrêmement minces. C'est un peu comme des tranches de pain, si on veut. Là. Plutôt que d'avoir le pain au complet, ben, on le tranche pour voir de quoi ça a l'air à l'intérieur. Mais si on le met tellement mince, ben on pourrait le mettre devant le soleil et voir tous les différents grains qu'il y a à l'intérieur. Ben c'est un peu la même chose qu'on veut faire avec les roches. Ils appellent ça des lames minces. Et dans ces lames minces-là, ils vont chercher des signes de fusion, des signes de roche qui a fondu et qui s'est refroidi relativement rapidement après. Donc, ça fait des sphérules ou ce genre d'éléments. Oui, ça fait des genres de petites sphères. Et aussi, ils vont chercher un minéral qui s'appelle le zircon. Et les zircons, ils ont tendance à faire des couches, un petit peu comme un oignon. Et eux, avec des sondes, ils sont capables d'aller à l'intérieur de ces couches-là, mesurer des isotopes radioactifs, et ils sont capables de déterminer quand ces couches-là se sont formées par la fusion. Donc, on appelle ça la datation uranium-plomb. On se sert de l'isotope 238 de l'uranium qui a tendance à se dégrader, à se désintégrer jusqu'en plomb 208. Mais on connaît le temps que ça prend pour que ce phénomène-là se fasse. C'est en milliards d'années. Et en regardant la proportion de plomb et d'uranium, on est capable de savoir quand
Cette enveloppe-là s'est formée autour des grains de zircon, par exemple, et ça nous aide à dater des événements où, disons, cette roche-là a vraiment mangé une volée, là, excusez l'expression, mais c'est quand même ça qu'on veut. Parce que lors d'un impact, la chaleur est tellement grande que les roches vont avoir tendance à devenir liquides. Et puis là, on vient comme resetter, si on veut, un chronomètre, parce que si la roche devient liquide, le plomb va avoir tendance à s'évaporer. Alors, on vient mettre le chronomètre à zéro, la roche se resolidifie, et là, l'uranium continue de se désintégrer en plomb, puis plus tard, mettons 450 millions d'années plus tard, on regarde le ratio, puis en fonction du ratio de plomb et d'uranium, on est capable de dater avec plein d'échantillons. On ne va pas se contenter seulement d'un zircon, on va en prendre plein dans plein de roches, puis ensuite on va faire une étude statistique, on va faire une moyenne, tout ça, pour essayer d'obtenir l'âge le plus fiable possible, puis aussi avec l'incertitude de part et d'autre de l'âge la plus faible possible. Donc, c'est là-dessus que je vais les appeler mes collègues à la Commission géologique du Canada travaillent en ce moment avec des échantillons charlevoisiens. Donc, mais on parle d'une équipe de combien de personnes localement? C'est-tu juste toi? Localement, pour le moment, c'est juste moi parce que tantôt, Patrice t'en a parlé à notre centre d'interprétation. Oui, on a des employés qui font de l'animation scientifique, qui font de la vulgarisation scientifique, mais consacré à la recherche, c'est que moi. C'est tout nouveau. Hein? Les professeurs dans les cégeps sont encouragés à faire de la recherche scientifique depuis seulement quelques années. Et puis, dans l'organisation dont moi je fais partie, c'est le Cégep de Jonquière, parce que le Centre d'études collégiales en Charlevoix, c'est comme un point de service, si on veut, du Cégep de Jonquière. Et puis, dans la planification stratégique du Cégep là, pour les prochaines années, de développer davantage la recherche, c'était vraiment une des priorités. Ce qui fait que moi, j'ai déposé un projet l'an dernier pour cette année, puis ça a été accepté. Donc, voilà pourquoi je me consacre à ça ces temps-ci. Donc, le financement est là, c'est ça? Oui, ben dans le fond, moi, ma paye de prof de cégep n'a pas du tout changé, mais c'est ma tâche qui a changé. C'est-à-dire que là, je ne donnerai pas autant de cours cette année que d'habitude j'en donne. Il va y avoir un autre ou une autre professeur de physique là, qui va se joindre à moi tout de suite après Noël pour prendre le surplus de tâches, étant donné que je fais de la recherche cette année. Ouais. Oui, Patricia, tu avais. Ben écoute, je t'écoute, c'est comme des millions de questions qui me viennent en tête. J'imagine. Vas-y, Patricia. Tu dois être au courant de, tu sais, que dans le très, très grand nord du Québec, on a la roche la plus vieille au monde. Ça doit faire partie de tes passions, 3,28 milliards d'années, tout ça. Tu dois être au courant à côté de là-dessus. Oui, ça a été découvert d'ailleurs par un gars de l'Université McGill durant son doctorat. Oui, c'est la ceinture verte d'Inuk. Je voudrais pas maganer trop le nom Inuk, là, mais je vais dire Inuk-Vituk, mais ça se peut vraiment que je me trompe. C'est dans la partie vraiment nord de la baie du Tson. C'est dans ce secteur-là qu'il y a des roches parmi les plus vieilles au monde qui ont été retrouvées. Puis je pense même que c'est encore un peu plus vieux que ce que tu dis, Patricia. Là. Il me semble que ça avoisine pas mal les 4 milliards d'années. Ah, c'est donc peut-être 4,28 en fait. Je m'excuse, tu as peut-être raison. Ça se peut. On est proche de l'ADN. On avoisine les 4. On avoisine les 4, là, ça c'est certain. Et dans le fond, ce qu'il y aurait là-bas, c'est des vestiges des premiers morceaux de continent qui se sont solidifiés suite à la formation de la Terre. Donc ça, c'est quand même un sujet qui est assez intéressant. Cela dit, c'est moins dans mon domaine d'expertise, par exemple, là, mais j'avais vraiment apprécié un documentaire dans lequel il nous montrait ce secteur-là, puis les études de datation radioisotope. Parce que c'est le même principe que ce que je vous ai expliqué tantôt. C'est juste que dans notre cas, l'événement est beaucoup plus récent. Là. C'est comme 10 fois moins vieux. On utilise des matières un peu différentes, mais le principe reste sensiblement le même. Oui, ben en fait, la datation au radioisotope, le principe est toujours le même, c'est-à-dire qu'on a comme un élément parent et un élément enfant. Et on connaît les périodes, on appelle ça les périodes de demi-vie. C'est le temps que ça prend pour qu'un échantillon parent se transforme à moitié. Donc, la moitié de l'échantillon se soit transformé en l'élément enfant. Donc, l'uranium-plomb, j'en ai parlé tantôt. Il y a le potassium qui a tendance, le potassium 40, là, qui est un isotope du potassium, se transforme en argon. Il y a aussi le samarium qui se transforme en néodyme. Donc, il y en a quelques-uns qui sont bien connus et c'est une chance là, pour les géologues
d'avoir cet outil-là parce que ça nous permet de dater les moments où ces roches-là étaient liquides, donc elles ne s'étaient pas encore refroidies. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche là, quand on veut faire de la datation. Puis, Je voulais juste dire, ouais, vas-y. excuse-moi Patrice, les gens ont tendance à entendre parler du carbone 14. Oui. Le Ouais. carbone 14, c'est exactement le même principe, sauf que le carbone 14 a une période de demi-vie de 5730 ans. Ce qui fait que si j'ai une roche de 8 milliards d'années, là, Ah non. Il est pas utile. j'exagère, 8, là, mais en tout cas, Ouais. c'est qu'à chaque 5730 ans, mon échantillon se divise par 2. Ce qui fait qu'on s'entend qu'après 100 000 ans, il nous reste presque plus rien. Mais 100 000 ans, au niveau géologique, c'est rien, c'est pas assez long. Mais au niveau archéologique, c'est intéressant le carbone 14 parce que si on trouve, admettons, une momie quelque part en Égypte, on veut savoir quand est-ce que cette personne-là est décédée, ben, ils vont aller chercher des tissus de cette momie-là et ils vont regarder la quantité de carbone 14 qu'il y a dans ces tissus-là. Et là, ils vont être capables d'aller chercher des datations de quelques milliers d'années. Donc, dans un cas comme celui-là, quelque chose de récent au niveau géologique, c'est extrêmement récent. Exact. Ben ouais, c'est ça. Ben, pour l'échelle humaine, c'est quelques millions d'années, donc on s'entend que c'est quand même vieux pour nous, mais c'est juste pour dire que ça s'applique bien pour l'archéologie, mais en géologie, on va aller chercher d'autres éléments avec des périodes de demi-vie qui sont beaucoup, beaucoup plus longues. Là, j'ai ma fille qui travaille dans la biosphère de Charlevoix, qui est reconnue par l'UNESCO. Puis là, elle me disait, hey, je pense que l'astroblème aussi risque d'être où il y avait une demande d'aller peut-être de financement ou de reconnaissance via l'UNESCO. Est-ce que c'est le cas? Absolument. Notre organisme à but non lucratif qui opère l'Observatoire depuis 2009, on est porteur du projet de Géoparc de Charlevoix. En fait, on est déjà un géoparc. On fait partie du réseau des géoparcs canadiens, mais on n'a pas encore réuni toutes les conditions nécessaires à appliquer à l'UNESCO pour devenir un géoparc mondial de l'UNESCO. En ce moment, il y en a presque 200 des géoparcs mondiaux dans le monde. Il y en a 5 au Canada. Il y a un endroit que vous connaissez très bien, d'ailleurs, qui est un géoparc mondial UNESCO, c'est Percé, en Gaspésie. Oui. Donc, le Rocher Percé, tout ce secteur-là, ça fait partie c'est ça, c'est le géoparc de Percé. Il y en a un en Nouvelle-Écosse, il y en a un au Nouveau-Brunswick, il y en a un à Terre-Neuve, puis il y en a un autre dans l'Ouest, en Colombie-Britannique. Et puis, donc, nous, on est ce qu'on appelle un géoparc candidat. Puis, je vous dirais que les travaux que je fais, justement, de recherche, ben, peut-être que ça va nous aider un jour à vraiment devenir un géoparc mondial UNESCO parce que si on arrive à démontrer qu'il y a un lien entre, justement, l'extinction de l'ordovicien dont on a parlé tantôt et la région de Charlevoix, ben, là, à ce moment-là, on va comme avoir un argument supplémentaire pour pouvoir être reconnu par l'UNESCO. Mais, tu sais, devenir un géoparc mondial UNESCO, c'est quand même de l'ouvrage. Là. Ils ont un cahier de charge assez impressionnant avec plein de critères. Puis nous, ça reste qu'on est une petite organisation, là, bien motivée, mais une petite organisation. Puis contrairement à bien des pays dans le monde où c'est le gouvernement qui finance les géoparcs, ben, ici au Canada, c'est pas le cas. Ce qui fait qu'il faut se financer nous-mêmes. Donc, avec des activités un peu comme celle à laquelle tu as participé, Patrice, cet été, les sous que tu as payés pour venir chez nous, ben, ça s'en va dans le compte de notre OBNL. Et ben, nous, on l'a réinvesti justement pour faire avancer, entre autres, notre candidature, mais aussi pour payer tous nos étudiants, nos employés qui travaillent pendant l'été. Donc, il va y avoir un petit peu de toi peut-être là-dedans, si un jour on devient un géoparc. Ce que je trouvais très le fun, c'est que c'est beaucoup des étudiants qui travaillent durant l'été pour les animations, pour la gestion, l'opération de l'observatoire. Donc, ça devient aussi une source d'emploi là, qui est super agréable pour des jeunes. Je te dirais même que c'est écrit au ministère du Revenu du Québec, dans les objets de l'entreprise. Là. Eux, ils appellent ça des objets, là, mais comme pour nous autres, c'est les buts. Là. Ben, dans les buts, il y a contribuer au développement de la culture scientifique dans la région de Charlevoix en lien avec le Cégep. Et le deuxième, c'est de contribuer à créer des emplois étudiants en sciences
pour les étudiants du Centre d'études collégiales en Charlevoix. Nous, ça nous tient vraiment à cœur parce que les jeunes qui passent chez nous, ça leur permet de développer un côté différent que juste ce qu'ils font en classe dans leur cours de Ouais. sciences. Donc, les explications, l'entre-gens, le service à la clientèle, tout ça. Puis on s'entend que dans Charlevoix, des jobs en sciences, là, ça ne pleut pas. Ben non. Donc, ça leur permet, là, pour ceux qui s'intéressent, ça leur permet vraiment de développer des aptitudes là, qui sont bien intéressantes pour des employeurs pour leur futur. Tu nous parlais hors d'onde des fameux anneaux possibles autour de la Terre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette nouvelle-là qui est sortie? Ben, honnêtement, j'ai tripé quand ça a sorti cette annonce-là. C'est une maudite bonne idée, puis je suis un peu déçu de ne pas l'avoir eu. Pourtant, j'enseigne l'astronomie, mais on dirait que ce qui se fait ailleurs, tu te dis, ben là, c'est comme trop, Mais trop hot, là, ça les ne peut pas se faire liens qui ont chez été nous. faits dans cette Ah ouais. annonce-là, tu fais comme wow. Non, non, c'est écœurant. En fait, là, ouais, pour faire une histoire courte, il y a 3 professeurs de géologie d'une université dont j'oublie le nom en Australie qui ont étudié la position de 21 cratères d'impact météoritique terrestre, OK. dont Charlevoix fait partie, Mhm. qui ont à peu près le même âge. Donc, des impacts qui se sont faits dans l'Ordovicien. OK, je vais dire entre 460 et 440 millions d'années, là, grosso modo. Avec chacun leur incertitude, là, c'est pas juste Charlevoix qui a une incertitude, là, ils ont tous une certaine incertitude. Et puis, donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, OK, ces cratères-là, quand ils se sont faits, les continents, ils étaient placés comment? Et ça, on est capable de le reproduire, la dérive des continents. On est capable de replacer les continents pas mal comme ils étaient il y a environ 450-460 millions d'années. Et, surprise, ces géologues-là ont découvert qu'ils étaient tous dans une bande autour de l'équateur. Donc, c'est passé de quoi dans un sens de rotation? Exactement. Donc, parce que les cratères d'impact météoritique, il n'y a aucune raison pourquoi ils ne se feraient pas ailleurs sur Terre, mais ils se sont rendus compte que ces 21-là, ils étaient autrefois, donc sur les continents d'autrefois, les paléocontinents, ben, ils se sont tous faits à plus ou moins 30 degrés de latitude autour de l'équateur. Et là, ils ont même utilisé 6 modèles différents de mouvement des continents, donc de tectonique de plaques. Et selon les 6 modèles, tous les cratères étaient concentrés dans cette bande-là. Donc là, ils ont fait plein d'études statistiques et se sont rendus compte qu'il y avait une chance sur 25 millions que ce soit un hasard. Donc là, ils se sont dit, comment est-ce que ça se fait que tous ces cratères-là ont à peu près le même âge puis sont tous à peu près dans une même bande? Et là, ben, ils se sont... Tout ce qui vient de l'espace, d'ailleurs, là, ça vient vraiment amener une nouvelle idée. Puis là, ben, ouais. On regarde vers le ciel, puis là, on regarde les anneaux de Saturne, puis on regarde les anneaux d'Uranus, les anneaux de Jupiter, parce que les 4 grosses planètes joviennes ont des anneaux. C'est juste qu'on connaît plus ceux de Saturne parce qu'ils sont beaucoup plus importants, imposants. Mais donc, on regarde ça, on se dit, OK, ben, il est passé des objets glacés trop proches de ces planètes-là à l'époque. La gravité de ces planètes-là les a disloqués et tous les morceaux de ces objets-là, comme par exemple des comètes, se sont placés en orbite puis ça a fini par faire des anneaux. Quand on observe la lune la plus rapprochée de Mars qui s'appelle Phobos, cette lune-là, elle est à quelques milliers de kilomètres au-dessus de la surface. Elle est vraiment relativement proche et elle est en train de se briser. On commence à observer des fractures à sa surface. Donc là, on est en train de voir qu'un objet qui s'approche trop d'une planète va avoir tendance à se disloquer. Puis, en 1994, on a même assisté à ça en direct parce qu'il y a une comète qui s'est approchée de Jupiter qui avait été découverte par 2 astronomes, M. Shoemaker et Levy. Et voilà. Et la comète s'est disloquée en s'approchant de Jupiter je ne me souviens pas du nombre de morceaux, là, mais c'était presque une vingtaine de morceaux. Et on a pu voir que les morceaux ont tourbillonné autour de Jupiter et sont allés s'écraser dans Jupiter sur une période d'à peu près 2 semaines. Oui, avec une ligne d'impact qui se prolongeait. Exactement. Ouais. Donc là, ben, nos fameux géologues australiens ils ont dit, ben là, pourquoi ça ne serait pas arrivé sur Terre? Avec ce qu'on observe,
Ça serait la meilleure explication. Donc, cet article-là, moi, j'ai la version complète de l'article scientifique. Là, ce qu'on a plus vu en ligne, c'était la version, les versions vulgarisées. Ça a même sorti aussi sur Radio-Canada. Eh bien, c'est sûr que c'est une théorie scientifique qui est sexy. Là. C'est quelque chose de trippant. Là. Tu regardes ça, tu te dis, waouh, ça, c'est quelque chose. Surtout toi, parce qu'il pourrait y avoir un lien complètement direct avec ce que tu es en train de je vous ai pas encore dit, ce que je vous ai pas encore dit, c'est que dans les 21 cratères, c'est Charlevoix le plus gros et de loin. Est-ce que je suis en train de comprendre ce que je dois comprendre? Il faut que tu ailles à Charlevoix l'été prochain. Que peut-être... on est dans le domaine du peut-être. On s'entend, là? On est dans le domaine du peut-être. Mais Charlevoix serait peut-être à l'origine de l'extinction d'Orthovichi? C'est ce qu'on tente, nous, de prouver. Mais on ne peut pas dire que c'est oui. On ne peut pas dire que c'est oui tant que... Est-ce que ça vous dérange si je vous partage mon écran? Non. J'aurais quelque chose à vous montrer. Écoute, j'aurais quelque chose à vous montrer si je m'en viens ici, que je fais comme ça et que je m'en viens partager. Est-ce que vous voyez un article scientifique? Là, c'est une page... Oui. Ça fonctionne? Donc ça, ici, ce que vous voyez là, c'est l'article d'origine qui a mené au reportage là, que vous avez vu là, passer un petit peu partout sur Internet. Donc ça, c'est vraiment le langage des scientifiques entre eux. Là. Donc, vous voyez, là, ça a été écrit par ces trois géologues-là. Donc, evidence suggesting that Earth had a ring in the Ordovician. Donc là, je vous épargne tous les détails là, de l'article, mais je veux attirer votre attention sur ce diagramme-là. Rouvrir, non, je ne veux pas ça. OK. Alors, ce diagramme-là, je vais vous l'expliquer rapidement. Ce qu'on a ici, c'est les 21 cratères d'impact météoritique. Donc, vous voyez tous leurs noms. Là. Lac Couture, puis il y en a d'autres au Québec, ça c'est ce que je ne vous ai pas dit encore. Lac Couture, Tununvik, Charlevoix, ainsi de suite. Et vous voyez leur diamètre. 8, 25. Le 54 pour Charlevoix, il est déjà plus gros que tous les autres. Mais moi, je peux vous dire que Charlevoix, autrefois, c'était pas 54, c'était 70. C'est juste que c'est tellement érodé qu'aujourd'hui, il en reste 54. Et là, vous voyez aussi l'âge. Vous voyez, c'est écrit 453 to 430. Et là, on voit une barre grise juste ici. Ça représente l'âge de l'impact météoritique de Charlevoix. Donc ici, vous voyez que ça s'en vient vers 430, qu'on a ici sur l'axe des X. Puis, l'autre extrémité, c'est 453, c'est juste ici. Donc, jusque-là, vous me suivez? Oui. Ouais. Bon. Alors là, vous voyez que tous les cratères ont un âge semblable, là, entre 460 quelques et 400. Bon, celui-là, le lac Couture, on a beaucoup d'incertitudes, là, comme vous pouvez voir, le 429 plus ou moins 25. Bon. Moi, ce que je veux que vous regardiez, c'est la ligne bleue qui est en arrière-plan. La ligne bleue que vous voyez ici. Ça correspond à la température globale moyenne durant ces millions d'années-là. Et regardez comment est-ce que ça baissait, puis regardez ici, toc, le point le plus bas. On est à 445 millions d'années, et c'est ça, la fameuse glaciation hirnancienne dont je vous ai parlé tantôt. La température moyenne globale était d'environ quelque chose comme 9 degrés. Pour vous donner une idée, là, la température moyenne en ce moment, là, c'est aux alentours de 14 degrés. Ce qui fait que les scientifiques pensent qu'à ce moment-là, la plupart de la Terre était recouverte de glace. Probablement pas à l'équateur, mais les pôles avaient vraiment des gros glaciers là, qui s'étendaient jusqu'à des latitudes là, relativement basses. Donc, c'est un peu ce que je vous expliquais tantôt, c'est que en ce moment, le plus gros des 21 cratères a une incertitude sur son âge qui englobe cette période-là. Et là, donc, là, je te pose une question, parce que moi, je parle de 25 000, là. Si on parle d'un possible cratère de 65 km de diamètre, donc ça veut dire qu'on a quelque chose autour de 10-11 km de grandeur dans l'espace, l'objet qui aurait tombé, ça se peut-tu? Moins que ça. Mais en fait, ce qu'il faut toujours se demander, je vais arrêter mon partage d'écran parce que là, on va se voir un petit peu si je fais ça comme ça. Ça fonctionne, mon affaire? Je suis revenu? Oui. OK. Dans le fond, ce qui est particulier avec les cratères d'impact, c'est qu'on parle toujours d'énergie.
Alors, si on se souvient de notre physique mécanique de cégep, Ouais, ça l'énergie dépend de du l'angle mouvement, d'attaque. Ouais, aussi. l'énergie du mouvement, c'est l'énergie cinétique qu'on appelle ça. Donc, c'est la masse fois la vitesse au carré divisé par 2. C'est pas une formule qui est super compliquée. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que pour créer un cratère, admettons, de 65-70 km, ça prend une certaine énergie. Donc, qu'est-ce qui a frappé? Est-ce que c'était une comète qui est faite de Ouais, glace, donc qui n'est quelque pas chose si de plus massive gros que ça? qui arrive moins vite ou quelque chose de plus petit qui Exactement, arrive c'est plus ça vite. mon point. Exact. Mon point, c'est que parce que les comètes, elles, quand elles croisent l'orbite de la Terre, puis on en a entendu parler vraiment dernièrement, il y en avait une dans le ciel qui était super facile à voir, du moins ici dans Charlevoix, les comètes, étant donné qu'elles arrivent de beaucoup plus loin dans le système solaire, quand elles croisent l'orbite de la Terre, sont beaucoup plus rapides. Donc ça fait en sorte que même si les comètes, c'est de la glace qui sont typiquement moins massives, un impact sur Terre serait quand même ultra dévastateur parce qu'elles arrivent tellement vite qu'elles libéreraient une aussi grosse quantité d'énergie qu'un astéroïde, admettons plutôt rocheux, de mettons 5 km, 6 km de diamètre, comme ce que nous on estime qui est arrivé sur Charlevoix. Donc on est en deçà de ce que tu mentionnais tantôt. 5-6, là, ça serait une bonne estimation là, de ce qui a dû frapper ici. C'est certain que ça dépend aussi de la théorie qu'on utilise. Parce que si c'est un morceau des anneaux qui s'est désorbité et qui a fini par frapper la Terre, ben, il y avait une vitesse moins rapide que si c'était un astéroïde qui arrivait directement de la ceinture d'astéroïdes et qui avait été accéléré en s'approchant de la Terre. Là. Donc, c'est tout ça là, qui rentre en ligne de compte. Mais on aurait une bonne idée en se disant, Patricia, là, entre 4 et 6 km de diamètre pour un objet rocheux. Parce que ce qui est particulier, c'est que dans ces 21 cratères-là, on est en train de découvrir que l'impacteur était toujours à peu près la même affaire, le même objet. Dans le langage astronomique, on parle d'une chondrite. Les chondrites, c'est un type de météorite rocheuse qui contient un petit peu de fer. Alors, on a à ce moment-là une idée là, de ce qui a dû frapper Charlevoix. Ça va faire partie des études subséquentes là, à notre travail, parce que ces astéroïdes-là, ils sont difficiles à détecter dans la roche locale des centaines de millions d'années plus tard, parce que, justement, ils ont une composition chimique qui ressemble aussi aux roches locales. Mais en tout cas, c'est pas mal la meilleure estimation qu'on peut avoir au moment où on se parle avec les connaissances qu'on a. Donc là, si on théorise et qu'on est dans les hypothèses à on peut penser qu'un impact d'un objet de 5-6 km aurait projeté dans le ciel d'énormes quantités de matière et probablement provoqué une espèce d'effet d'hiver nucléaire qui aurait peut-être poussé l'ordovicien à faire son histoire, dans le fond. Ben, quand on va sur le site de la NASA qui s'appelle CNEOS, là, le Center for Near Earth Objects, là, parce qu'il les surveille, parce qu'on n'a pas envie d'en recevoir un par la tête. Donc, ils disent qu'un objet d'eau 1 km et plus causerait un désastre climatique à échelle mondiale. OK, on est dans l'ordre où ça pourrait. Okay. Moi, j'ai fait des calculs. J'ai fait des calculs, puis j'arrive que l'énergie que ça prenait pour faire l'astroblème de Charlevoix était de l'ordre de 150 fois supérieure à ce que la NASA dit qui est le minimum pour causer un dérèglement climatique mondial. Donc, tu as absolument raison. Des débris qui sont éjectés en dehors du point d'impact, il y en a des milliards et des milliards de tonnes, des poussières, des fragments de différentes tailles, mais les poussières, c'est ce qu'il va y avoir le plus. Et avec la circulation atmosphérique, ces débris-là vont avoir tendance à recouvrir, à obscurcir, j'ai envie de dire, la surface de la Terre. Parce que ils sont au-dessus de la troposphère, donc ils sont au-dessus du système météorologique. Donc Exactement. Donc là, ça fait que on va assister suite à un impact météoritique à, tu le dis, un hiver nucléaire. Donc, c'est-à-dire un refroidissement climatique qui est dû au fait que la lumière du Soleil va avoir beaucoup plus de difficultés à se rendre jusqu'à la surface. Donc, les végétaux, plus de difficultés à pousser. Donc, les herbivores, plus de difficultés à se nourrir. Donc, les carnivores et ainsi de suite. Et c'est là où on va avoir comme une genre de réaction en chaîne. On va avoir une extinction massive. Donc, c'est ce qui est arrivé à Chicxulub, au Mexique. C'est prouvé. C'est ce qu'on découvrira que... C'est ce qui a favorisé la partie mammifère de tout. Absolument. Est-ce qu'on peut penser que cette extinction de l'ordovicien qui serait peut-être causée par cet événement-là
serait à l'origine de toute l'apparition de la partie de mouvement cellurien et tout ça par la suite, de cause et d'effet, puis tout ça. Là. Souvent, C'est ils vont complètement fou. parler d'un événement de biodiversification globale. Parce que, veut pas, un événement comme ça, oui, c'est la dévastation pendant un certain temps, Mais ça mais oblige les une organismes, compétition rapide, là. ben, c'est ça, les plus faibles. La théorie de l'évolution, c'est toujours ça. C'est pas nécessairement les organismes les plus forts qui survivent, mais c'est ceux qui sont les mieux adaptés au changement. Alors, quand il arrive un changement drastique comme ça, c'est clair qu'il y a des espèces qui ne vont pas réussir à passer à travers, mais il y en a d'autres que oui, et qui vont en ressortir gagnants. Et eux vont continuer à proliférer, il va y avoir des mutations, il va y avoir des modifications de ces espèces-là, et on va assister à une nouvelle biodiversification. Tu sais, si ce n'était pas arrivé à Chicxulub au Mexique, là, peut-être qu'on serait tous les trois des dinosaures avec ceux qui nous regardent aujourd'hui, en train de se parler, blablabla, blablabla, puis ça serait peut-être ça. Mais tu l'as dit tantôt, la biodiversification suite à cet impact-là a favorisé les mammifères, clairement pas les reptiles, mais alors ça s'est fait après, tu sais. Et ça a amené à ce qu'on peut observer aujourd'hui. Donc, les impacts météoritiques sont des événements géologiques, astronomiques ultra importants dans l'évolution de la vie sur Terre. Donc, on avait une question, on y a peut-être répondu partiellement. Là, c'est quoi les implications climatiques potentielles d'un tel système d'anneaux causé par l'astéroïde qui s'est disloqué? Et une sorte d'ombre, diminution du rayonnement solaire capté? En fait, si je reviens à notre article de nos professeurs australiens, eux, ils amènent ça vraiment plus en fin d'article, que l'ombre des anneaux aurait pu effectivement faire en sorte qu'il y ait une moins grande quantité de rayonnement incident sur Terre et qui aurait aussi pu contribuer à ce refroidissement climatique-là. Donc, c'est pour ça que si vous avez quelque chose à retenir ce soir de ce que je vous raconte, c'est que je ne dis pas que Charlevoix a été la source de tout ce qui s'est passé à l'époque, mais qu'on est sur la trace que Charlevoix y aurait contribué. Il est dans le grand théâtre de la scène qui s'est produit. Là. Oui, parce que on l'a vu sur le graphique que j'ai présenté tantôt, le refroidissement était déjà commencé. Mais c'est certain que notre équipe australienne, eux, ce qu'ils disent, c'est les anneaux étaient là, ont commencé à obscurcir certaines parties de la Terre. La température moyenne globale a diminué tranquillement, pas vite. Et le fait que ces anneaux-là, en étant très proches de la Terre, il y a un effet gravitationnel qui a tendance à ralentir les fragments de l'anneau, tranquillement, pas vite. Ça va durer des millions d'années, mais ça se fait lentement, mais sûrement. Ce qui fait que si ces morceaux-là ralentissent, ils vont finir par venir tomber les uns après les autres sur Terre, sur une période de quelques dizaines de millions d'années. Donc, Phobos, qui s'approche de Mars, va se fragmenter, va faire des anneaux de fragments dans quelques millions d'années. Et si on pouvait assister à ces événements-là sur toute cette période-là, on verrait que les fragments, tranquillement, pas vite, vont aller s'écraser sur Mars. Donc, c'est ce qui est avancé par cette équipe-là, et c'est une hypothèse qui est ultra intéressante. Quand on regarde des images de Saturne, l'ombre des anneaux fait aucun doute à la surface de l'atmosphère de Saturne. On voit des zones qui sont très foncées. Donc, votre auditeur là, qui a posé la question, c'est une question qui est super intéressante, puis c'est directement mentionné dans l'article scientifique. Eux, ils avancent ça comme une des causes, justement, de ce refroidissement-là. Mais là, on s'entend-tu qu'à Hollywood, là, il y a des films, il y a des séries qui vont partir avec ces hypothèses-là. Là. Parce que là, on vient de changer un peu le narratif qu'on avait depuis des années, qui était celui qu'on avait au niveau des scientifiques. Et là, on peut projeter d'autres types de films. Là. Je sais pas jusqu'à quel point un film de trilobites puis d'orthocéras, parce que c'était ces bébites-là qui étaient dans les océans à l'époque. Très, très jasantes. Ouais, qui n'était pas très, très, qui était pas très, très jasante, mais écoute, à Hollywood, ils peuvent avoir bien de l'imagination, mais une chose est certaine, c'est que s'il y a quand même plusieurs arguments qui vont dans le sens de ce que cette équipe-là ont avancé, puis chapeau, c'est non seulement une théorie qui est ultra plausible, mais qui est séduisante aussi, là, parce que tu dis, wow, la Terre avait des anneaux, tu sais, tout le monde connaît les anneaux de Saturne. Tout le monde nous dit tout le temps, oui, Saturne, c'est ma planète préférée, ouais, mais la Terre avait peut-être un peu l'air de ça à l'époque.
ça, c'est Ah particulièrement ouais. cool. Question qui me vient en tête. Oui. Est-ce que la fête de Charlevoix aurait un lien ou c'est Bon, complètement géologiquement non lié? OK. Ça, c'est un sujet complexe parce que la rive sud, donc de l'autre côté du fleuve, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, tout ça, ça, c'est une province géologique qu'on appelle les Appalaches. Ouais. Donc, les Appalaches, c'est une zone, une partie de notre continent, de l'Amérique du Nord, qui n'a pas la même origine que la rive sud, là où moi, pardon, que la rive nord, là où moi je suis en ce moment, qu'on appelle typiquement le bouclier canadien. Ouais, Le je pense que bouclier les canadien, Appalaches, c'est la même origine que l'ouest de l'Afrique, là, dans ce coin. oui, oui, il y a des montagnes là, au Maroc. Tu as raison dans ce que tu dis. Les monts Atlas, donc la chaîne de montagnes du Maroc, c'est la même affaire que les Appalaches. Mais tu sais, il y a 170 millions d'années, Une petite rivière avec une l'Afrique, craque entre les deux. l'Afrique puis l'Amérique du Nord étaient collés ensemble. Hein. Ouais. L'océan Atlantique a commencé à s'ouvrir il y a 170 millions d'années. Et là, ben, on a l'océan Atlantique qu'on observe aujourd'hui, mais c'est à chaque année, ça s'écarte encore un petit peu plus, de quelques centimètres de plus. Donc, tout ça pour dire que les Appalaches n'étaient pas à l'endroit où ils sont au moment où l'impact météoritique s'est fait sur Charlevoix. Mais c'était une faille tectonique qui avait entre le bouclier canadien et les Appalaches qui s'avançaient. Donc, il y a beaucoup de failles dans la région de Charlevoix. Là. Puis, quand on s'intéresse vraiment à la géologie du coin, qu'on s'en va en particulier sur le bord du fleuve à marée basse, c'est impressionnant. Il y en a partout. Quand on se met à connaître ça un peu, on se rend compte qu'il y en a partout. Puis, il y a des cartes géologiques assez détaillées. Puis, finalement, on se rend compte qu'on en voit d'autres qui ne sont même pas encore sur les cartes géologiques. Et, alors, tout ça pour dire que l'avancée des Appalaches a beaucoup créé de failles dans la région de Charlevoix, mais j'ai envie de dire le long du Saint-Laurent en général. Mais la météorite est clairement venue en ajouter une couche de failles. Si on peut dire ça comme ça, Oui, là, pas oui, une couche de failles, mais des ça failles a dû faire supplémentaires. craquer une coupe d'affaires, mettons. Exactement, exactement. Ce qui fait qu'il y a des failles dans Charlevoix qu'on sait hors de tout doute qui sont dues à l'impact météoritique. Donc, ça fait en sorte que ça devient compliqué à interpréter pour les géologues. Qu'est-ce qui appartient à quoi? Qu'est-ce qui est hors de tout doute seulement dû à l'estroblème de Charlevoix? Qu'est-ce qui est dû à l'avancée des Appalaches? Qu'est-ce qui est dû... Tu sais, il y a beaucoup de choses là-dedans et c'est aussi ça qui fait que cette interprétation est compliquée et que les géologues restent prudents aussi dans leurs conclusions. Ouais. Mais oui, tu as raison. La région est très faillée, en particulier à cause de ça. Ouais. Puis au niveau des recherches, bon, y a-t-il d'autres projets de recherche, d'autres filons de recherche que vous travaillez ou que vous voudriez travailler? Bon, oui, c'est une bonne question. C'est sûr que je ne suis pas au courant de toutes les recherches qui se font ici, parce que je suis comme nouveau dans le domaine de la recherche. J'en ai fait quand j'étais à la maîtrise, mais après, j'ai enseigné pendant 25 ans sans retoucher à ça. Il y a de la recherche sur différentes choses dans la région de Charlevoix, en particulier sur l'érosion des côtes, sur l'augmentation des niveaux d'eau, sur aussi les événements cataclysmiques comme ce que vous avez vu au mois de mai 2023, là, les inondations dans le secteur de Baie-Saint-Paul, la rivière du Gouffre qui s'était gonflée de manière incroyable. Sur l'astroblème de Charlevoix en tant que tel, je ne suis pas au courant d'autres études qui sont en cours. Mais, pour répondre à ta question, nous, ce qu'on aimerait, et là, je suis en pourparlers avec des profs de l'UQAM. Ce qu'on aimerait, c'est que des roches sédimentaires québécoises soient étudiées. Parce que s'il y a eu, il y a eu l'impact sur Charlevoix, si on le sait, on connaît juste mal le moment. Il y a des éjectats qui sont tombés autour de Charlevoix à des centaines de kilomètres. Exact, une distance qu'on peut mesurer oui, facilement. Une centaine. Alors, une des choses qu'on aimerait qu'il soit étudiées, c'est les roches sédimentaires de l'île d'Anticosti. L'île d'Anticosti est à 600 km d'ici. J'ai calculé que si ce secteur-là était effectivement à peu près à 600 km au moment de l'impact, ce que je ne peux pas affirmer, qu'il y aurait au moins une quinzaine de centimètres de débris qui seraient tombés là-bas à grandeur. Donc, il doit y avoir une couche à quelque part, parmi les milliers de couches de roches sédimentaires, donc les strates, qui doit avoir des débris de Charlevoix. Mais va donc trouver c'est où. Parce que l'île d'Anticosti, il y a des forages qui ont été faits et puis il y a 4,3 km d'épaisseur
de débris qui appartiennent à ce qu'on appelle les basses terres du Saint-Laurent, donc ces roches sédimentaires-là. Donc, la période ordovicienne, là, imaginez que c'est un livre d'histoire là, imaginez que c'est comme un dictionnaire, là, c'est quand même pas mal épais. Nous, on cherche à savoir c'est à quelle page qu'il faut regarder. T'sais. Donc, tant qu'on ne connaît pas plus précisément à l'aide de la datation au radioisotope l'âge de Charlevoix, ben, ça nous indique mal dans quel secteur Alors, on chercher. est plus à la page 400 ou à la page 286? Là? Oui. On ne sait pas trop. Là. Puis tantôt, je vous ai parlé des chercheurs de l'UQAM. Il y a aussi des roches sédimentaires dans le coin de Montréal. Et Montréal est à peu près 500 km d'ici. Donc, il doit y avoir à quelque part, dans les couches sédimentaires du secteur de Montréal, des débris de Charlevoix, des débris de l'impact. Alors, pour le moment, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais quand on va avoir une meilleure datation, on va être capable de plus savoir dans quel secteur chercher, dans quelle couche chercher. Et ça, j'aimerais vraiment qu'il y ait des géologues là, qui s'intéressent à ce sujet-là. Mais c'est un peu là-dessus là, que je vous disais que je suis en pourparlers avec l'UQAM. J'aimerais ça. Mais eux, c'est toujours aussi une question de financement. Parce qu'eux, ils mettraient bien 1 ou 2 étudiants à la maîtrise là-dessus. Mais les étudiants à la maîtrise, ça coûte, admettons, 50 000 par année. Ce qui fait que nous, en tout cas, bien honnêtement, notre OBNL, on n'est pas encore capable de se payer des étudiants à la maîtrise comme ça. J'aimerais bien qu'on puisse réussir, mais donc si on pouvait attaquer le problème de Charlevoix de différents fronts, nous en ce moment on est sur les radioisotopes, mais si on pouvait joindre à ça l'étude des roches sédimentaires québécoises qui appartiennent aux basses terres du Saint-Laurent et qu'on en trouve des preuves de cette manière-là aussi, là, on se retrouve avec un dossier qui est blindé. Puis là, on pourrait dire, là, Charlevoix, ça s'est fait à tel moment. Il devait avoir tel temps d'énergie parce que là, on mesure qu'il y a tant d'éjecta à tant de distance du point d'impact. Ça nous amènerait beaucoup d'informations. Ou on n'a pas ça encore? On n'est pas non, ça, on n'a pas ça encore. Je vous dirais qu'à peu près, quand on lit la littérature scientifique, quand ils font des simulations, ils mettent tout le temps 45 degrés. C'est pas réaliste, on s'entend? Vu qu'on ne le sait pas, c'est certain que si le morceau qui a fait Charlevoix faisait partie des anneaux, il y a des grosses chances que l'angle était beaucoup plus faible que le 45 degrés, était peut-être à 20-30. Si ça venait des confins de la ceinture d'astéroïdes, ça se peut que l'angle d'impact était plus grand que 45 degrés. C'est pour ça qu'ils se disent tout d'abord, on va mettre le milieu, puis on ne se cassera pas le basic. Cela dit, ça change. C'est particulier, mais ça ne change pas de temps. Puis je vous mets au défi de faire le test. Là. Prenez un caillou, lancez ça dans un carré de sable à 45 degrés, à 90 degrés, à 30 degrés, ça fait toujours un trou qui est rond. Ouais, c'est ça qui est... Il faut lancer ultra fort, là, mais parce que ça a été testé à la NASA, justement. Ils ont un canon spécial pour pouvoir accélérer des tout petites billes, mais à des vitesses ridicules. Puis, ça fait toujours un trou rond, peu importe l'angle. C'est ça qui est. À moins que ça soit vraiment ultra rasant, là, on s'entend. Mais avec des angles là, de quelques dizaines de degrés, 20-30, ça fait toujours un trou qui est rond pareil. Ouais. Ils appellent ça des Hypervelocity Impacts. Parce que, je ne l'ai pas mentionné, mais les vitesses typiques d'impact d'astéroïdes, c'est toujours aux alentours de 15 à 20 km à la seconde. Ça veut dire que je m'en vais vous rejoindre à Montréal là, en 20 secondes, quelque chose comme ça. C'est vite en tabarnouche. C'est ça que ça veut dire. Là. Donc, les vitesses en km/h, pour donner un ordre de grandeur, ça fait à peu près 72 000 km/h. Ça, c'est les vitesses typiques à lesquelles les astéroïdes géocroiseurs, donc ceux qui croisent l'orbite de la Terre, vont. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on ne veut pas tant les recevoir. Pour donner un ordre de grandeur aux gens, là, quand vous regardez la station internationale qui se promène dans le ciel... elle prend à peu près 2-3 minutes, 4 minutes à traverser votre champ de vision. 3 fois plus vite, là. Ouais. Si un astéroïde qui est pour entrer dans l'atmosphère, il va être dans l'atmosphère pendant quelques secondes, puis il va avoir atteint le sol. C'est des vitesses hallucinantes. Pour donner un autre ordre de grandeur, une vitesse de balle de carabine de sniper, là, de gros calibre, c'est à peu près 1 km/s. Moi, je vous parle de 20 km/s avec des objets qui sont gros comme des montagnes. C'est pour ça que ça fait autant de dévastation lorsque ça frappe. Wow. Je vous le dis, puis honnêtement, je le réalise même pas moi-même. Ah non, c'est difficile d'appréhender. J'ai fait le calcul en bombe d'Hiroshima.
OK? Charlevoix, pour faire Charlevoix, ça prend à peu près 750 millions de bombes d'Hiroshima. Tout en même temps. Ouais. Ouais. C'est Ça bon, fait ça. que c'est des énergies incommensurables, là. C'est des chiffres, c'est tellement gros qu'on peut même plus comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais on peut s'entendre sur une chose, c'est dévastation. Ça, on peut s'entendre là-dessus. Puis on peut s'entendre sur le fait que la région, bon, je l'ai découverte cet été, c'est magnifique. Ceux qui s'intéressent à l'astronomie, à la géologie, allez faire un tour, allez passer quelques jours ou une semaine dans la région, allez voir les animations qui sont directement sur place à l'observatoire. C'est vraiment agréable et puis ça vous fait découvrir aussi le Québec. Là. Donc, c'est pas très loin de Québec. Là. C'est à peu près 1h30 de Québec environ. Là. Oui. Ah, c'est ça. Donc, Oh oui, de Québec, on arrive à Baie-Saint-Paul, donc on entre dans l'astroblème de Charlevoix en 1 heure. Là. Mais nous, on est 45 minutes plus au nord-est là, de Baie-Saint-Paul. Ouais. donc Mais c'est la ça. route entre Baie-Saint-Paul et la Malbaie est tellement belle le long du fleuve. Là, celle qu'on appelle d'ailleurs la route du fleuve, s'il fait beau, là, les paysages sont hallucinants. C'est ça. Donc, c'est une région à recommander si vous n'avez jamais été dans ce coin-là. C'est méconnu, mais c'est vraiment bien. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, Patricia. D'autres questions? Ben moi, écoute, je pourrais en avoir pour 2 semaines, mais on va s'en tenir. Mais je peux-tu vous prendre encore une petite minute puis vous Ah montrer Ben ouais, quelque oui, chose? ben oui, allez-y. j'aime pas. Regardez bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois vous partager mon écran. Oh, wow. Est-ce que ça fonctionne? Oui, Ouais. c'est bon. Mapsforfree.com. Ça, là, je vais faire une fonction F11 pour avoir le plein écran. Ça, ici, là, c'est une carte mondiale du relief terrestre qui est en fausse couleur. On s'entend, ce n'est pas les vraies couleurs. Ce qui est très, à très faible altitude, c'est ce qui est vert foncé. Quand on monte un petit peu en altitude, ça devient comme plus dans les tons de jaune. Quand on est dans des montagnes aux alentours de 1 km d'altitude, là, on commence à être dans l'orange. Puis des montagnes de 2 km à peu près, là, on tombe dans les rouges, plus comme ça. Et puis là, ben, quand on regarde l'Amérique du Nord, pour faire une histoire courte, là, on peut voir la chaîne des montagnes rocheuses ici, la Sierra Nevada là, qui est juste ici. Alors, vous vous souvenez, hein, tantôt, je nous ai parlé des Appalaches. Alors, si je nous rapproche je vais commencer par me rapprocher de chez vous. Donc, on voit très bien l'île de Montréal ici en ce moment, avec le Mont-Royal. Et là, vous pouvez voir hein, les Montérégiennes. Donc, bon, là, je vous avoue que je les connais. J'avoue que je ne connais pas tous les noms dans l'ordre, mais le Mont Saint-Hilaire, Saint-Bruno, Bon. Et là, vous voyez hein, que ces montagnes-là sont toutes seules à travers quelque chose de pas mal plat. Ben, c'est ça, les basses terres du Saint-Laurent. Donc, tout ça, c'est des roches sédimentaires dont je nous ai parlé tantôt. Alors, si on part de votre secteur, dans le secteur, dans la banlieue de Montréal, puis qu'on s'en vient vers Trois-Rivières, qu'on arrive ici dans le coin de Québec, ben, regardez de quoi ça a l'air, Charlevoix. Oh, wow. Ça devient complètement visible. Hein, je ne vous invente pas des choses là, hein, dans ce que je vous raconte. Donc, c'est ce qui reste du cratère d'impact météoritique de Charlevoix. Donc, il en manque à peu près 40%, là, justement, dû à l'avancée des Appalaches. Le fleuve qui est là aujourd'hui. Mais on voit vraiment la cicatrice. Là, mais la petite lèvre dans la rive opposée, on peut-tu penser Oui. que c'est relié? On se l'est déjà demandé, mais en fait, on a compris que les Appalaches étaient en train de s'avancer au moment de l'impact, puis que malheureusement, là, on ne peut pas faire le lien. Puis, il n'y a aucune roche qui porte les traces de l'impact météoritique qui ont été retrouvées sur l'île aux Coudres ni sur la rive sud. Pourquoi je dis l'île aux Coudres? C'est parce que l'île aux Coudres, géologiquement, c'est la même affaire que la rive sud. Ça appartient aux Appalaches. Si on baissait le niveau du fleuve, on se rendrait compte qu'ici, il y a beaucoup d'eau encore, mais qu'ici, on tomberait sur la terre ferme, ce serait vraiment pas long. C'est très peu profond le fleuve dans ce secteur-ci, mais c'est encore très profond entre l'île aux Coudres et le reste de la région de Charlevoix, qui est très montagneuse, très rocheuse. Puis si vous regardez la forme des montagnes de l'autre. On peut voir tous les plissements qui sont dus aux Appalaches là, qui se sont avancés. Qui se sont écrasés sur le Qui se sont écrasés, qui se sont empilés. Et ces plissements-là, là, ça s'étire là, jusqu'aux États-Unis. Regardez.
Mhm. Moi, j'adore regarder Hey, cette c'est carte-là parce bien que hot, je me cette dis c'est map-là. hallucinant de voir le relief de la Terre de cette manière-là. Donc, tout ça pour vous dire que on a Charlevoix, qui est le troisième plus grand cratère d'impact météoritique au Canada, derrière Manicouagan, qui est Oui, juste ici. oui. Le barrage Manic 5, qui est ici, a permis d'inonder et de se faire un gros réservoir d'eau pour produire de l'hydroélectricité, mais il n'en reste pas moins que c'est un cratère d'impact météoritique beaucoup plus récent que celui de Charlevoix. On est dans les 250, quelque chose comme ça, je ne me souviens pas exactement, mais c'est plus récent pas mal que celui de Charlevoix. Et puis, si on s'en vient dans le nord, Mais oui, c'est clair. Là, oui. tadam! Ouais. Alors ça s'appelle les lacs à l'eau claire. Celui-là, c'est le lac à l'eau claire ouest et celui-là, c'est le lac à l'eau claire est. Et on a longtemps pensé que c'était un astéroïde qui s'était brisé en deux morceaux et qui était venu frapper toc, toc, coup sur coup. Mais on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas du tout le même âge. Et savez-vous quoi? Celui-là a à peu près le même âge que Charlevoix. Donc, Hmm. il fait partie des 21 cratères qui ont à peu près le même âge que la région de Charlevoix. Puis là, ben, souvent les gens se demandent, ouais, mais la baie du Tusson, il y a plusieurs scientifiques qui se sont posé la question, puis jamais on a retrouvé de roches portant des traces de métamorphisme typiques des cratères d'impact météoritique. Donc, on n'a pas réussi à prouver que la baie du Tusson, c'est Ben, ce tout le qui monde est reste d'un convaincu ancien que, mais cratère d'impact météoritique. on n'est pas capable de le prouver. Oui, exactement. En science, ça prend des preuves. Alors, Oui, oui, oui. puis dernièrement, vous avez probablement vu un article qui est passé Ouais. sur Radio-Canada qui disait qu'on en avait peut-être trouvé un autre. Là. C'est un aventurier là, qui regardait les images un peu comme celle-là, justement, puis qui a vu ce secteur-là, là, qui a effectivement une forme assez arrondie, qui est intrigante. Mais moi, je peux vous dire que ça va prendre plusieurs études scientifiques avant de permettre de déterminer que c'est un cratère d'impact. Il va falloir trouver vraiment les traces typiques là, dans les roches de là-bas. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui vont étudier ça. Donc, ce sont des cratères d'impact qu'on observe. Il y en a quand même quelques-uns au Québec parce que c'est une vieille partie de continent. On en a parlé tantôt, Patricia. Ouais, Tu on me est la parlais de lune l'âge. de la Terre. Ben ouais. Le bouclier canadien, c'est parmi les plus vieilles parties de continent sur Terre, donc c'est un méchant bon endroit pour trouver des cratères d'impact météoritique, parce que dans le fond, ça fait plus longtemps qu'il est exposé aux météorites. C'est aussi simple que ça. Si on s'en vient, admettons, dans les montagnes rocheuses, ben, elles ont juste 70 millions d'années à peu près. Ce qui fait que si on trouve quelque chose, ben, ça va être quelque chose de plus récent que ça, vous comprenez? Donc, avoir une plus vieille cible, ça permet d'avoir été exposé plus longtemps à ça. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on trouve plusieurs impacts météoritiques ici au Québec. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Là. Je trouve que C'est cette quoi? carte-là est C'est géniale. map.moi. Oui, je vais vous montrer l'adresse mapsforfree.com Avec des petits tirets. avec des traits d'union. Moi, j'écris toujours relief maps dans Google, puis là, lui, il apparaît dans les premiers, puis on tombe là-dessus. Moi, j'utilise tout le temps cette carte-là aussi avec mes étudiants dans un des cours que je donne là, qui s'appelle Dynamique planétaire et stellaire. On étudie vraiment notre planète avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans notre système solaire pour aider à mieux comprendre, mieux réaliser les phénomènes. Donc, c'est gratuit, puis c'est écœurant. C'est fait à partir d'images radar qui est d'un système embarqué là, qui a été en orbite autour de la Terre pendant des années. Et on a une cartographie presque complète. C'est sûr que quand on arrive à des latitudes pas mal élevées, là, regardez, on perd de la résolution. Oui, oui, c'est ça. On voit la ligne. Ouais. Ça, c'est parce que l'orbite de la Station spatiale internationale était beaucoup plus... Elle ne passait pas par les pôles. Donc, c'est pour ça qu'il y a des régions de la Terre qui n'ont pas été cartographiées avec autant de résolution pour le relief. Mais disons que Je pour l'ai une ouvert grande sur mon partie de la écran, Terre, puis c'est honnêtement, trippant. écoute, ça rend pas du tout ce que vous voyez à l'image. Là. Écoute, moi, j'ai l'impression d'avoir de la 3D dans mon écran. Là. C'est Ah ouais, complètement c'est... fou. J'aurais le goût d'avoir une carte en 3 dimensions sur le mur, tellement c'est hot. Oui, c'est complètement trippant. Donc, bien du temps là,
plutôt que de perdre du temps à scroller là, toutes sortes de niaiseries là, sur Facebook, des fois, on peut regarder ça puis passer un bon temps à s'instruire puis à voir toutes sortes de choses super intéressantes. Tu sais, quand on voit ici des zones de fracture comme ça ici, là, qui traversent la péninsule du Sinaï, tout ça c'est tectonique. Quand on s'en vient voir des zones volcaniques, comme dans les secteurs ici, en Éthiopie, c'est des zones assez hallucinantes avec des parties là, qui sont sous le niveau de la mer, là. Donc, puis on peut voir vraiment l'érosion de l'eau, qu'est-ce que ça a fait dans ces secteurs-là. Regardez ça. C'est des œuvres d'art partout, c'est pas Ah, compliqué. ben oui, ben oui, ben oui. Donc, en tout cas, là, je pourrais vous parler de ça pendant des siècles aussi, là, mais pour vous autres puis vos auditeurs, là, je pense que ça peut être un beau petit J'en divertissement. ai pour des heures juste à jouer sur ta carte-là. Oh, ouais. Oui, Puis, oui, c'est vraiment trippant. puis j'ai Je un vais chalet, arrêter. j'ai un chalet et le lac s'appelle le lac Rochemort. Et Oh, je vais probablement aller voir un peu dans cette région-là comment ça se retrouve sur les cartes parce qu'on a un lac avec, je pense qu'il y a 90 pieds de profond là, qui est avec des sources d'eau incroyables. Là, moi, j'ai une source d'eau avec un puits artésien. Là, je pense que je peux avoir 1800 personnes, puis on oh, aurait de l'eau. tabarnouche, OK. Oui, c'est comme fou, là. C'est ce qu'on a réussi à aller chercher comme débit. Donc, j'ai bien hâte d'aller voir ça. La page Wikipédia Astroblème de Charlevoix, c'est, je vous dirais, à 85% de notre contenu qu'on a mis dessus, à lire des articles scientifiques, à digérer l'information, à aller chercher les faits saillants. Donc, si vous voulez voir là, la géologie des impacts météoritiques, c'est quoi de la pseudo-tachylite, de la mylolisthénite, des cônes de percussion, de la suévite, là, c'est tout expliqué aussi sur cette page-là. Puis, vous allez pouvoir voir des photographies de ce de quoi tout ça a l'air parce que la géologie des impacts météoritiques, au final, ça se ressemble tout le temps, peu importe quel cratère d'impact on voit dans le monde. Oh, Les oui. cônes de percussion, ça revient. Des veines de roche noire qu'on appelle la pseudotachylite, ça revient. Donc, c'est pas de la belle géologie, là, c'est pas comme des beaux cristaux violets là, tu sais, ou des Ouais. choses comme ça, mais c'est de la géologie qui veut vraiment dire quelque chose, là, c'est que ça a été violent. Donc, à ce niveau-là, c'est super intéressant. Ouais, c'est ça. Le plaisir est proportionnel à la violence de l'impact. Dans ce cas-là, oui. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour Wow. tout ton temps. C'est très apprécié. J'espère que ça va donner des idées à des gens, que ce soit au niveau des projets d'études, soit au niveau du tourisme, soit au niveau juste des intérêts généraux. Donc, c'est un petit peu ça le but de l'entrevue. Et on tiendra au courant si jamais on a d'autres questions, si jamais il y a d'autres sujets qui nous intéressent. On te mettra dans la liste de nos invités à rappeler. C'est sur clair. C'est clair. Ça va me faire plaisir. C'est beau. Bon, ben merci beaucoup. Merci à vous. Et Bye bye. on se reparle Bye bye. prochainement. Merci, au revoir. Bye bye tout le monde.